Bonsoir, un soldat français vient de mourir au Zaïre. Il faisait partie des 450 parachutistes et marsouins envoyés par Paris pour assurer la sécurité des ressortissants français. La mort du militaire révèle la gravité de la situation au Zaïre, où une partie de l'armée locale s'est mutinée. Ces militaires zaïrois font régner une véritable terreur, ce qui incite de nombreux étrangers à vouloir quitter le pays. Morad Aïtabouche. Les premiers réfugiés sont arrivés cet après-midi à l'aéroport de Johannesburg en Afrique du Sud. Ils étaient une cinquantaine environ. Des Français sont parmi eux, des Belges et des Italiens également, tous en provenance de Lubumbashi, au sud-est du Zaïre. D'autre part, 400 familles françaises devraient quitter dans la soirée Kinshasa, la capitale, destination Brazzaville au Congo. Sur place, la protection et la sécurité des ressortissants français et étrangers sont assurées par les militaires français et belges. 3 compagnies de parachutistes et de marsouins, l'infanterie de marine, ont été envoyées sur place. Au total, 450 soldats de la force d'action rapide. Ils seront aidés par un régiment de paracommandos belges. Un militaire français blessé par une rafale ce matin est décédé. Il y aurait, selon les derniers bilans, une vingtaine de morts dans la capitale zaïroise. La confusion règne toujours dans les rues. Les militaires du pays tentent de faire régner l'ordre. Les forces de l'ordre ont reçu l'ordre d'ouvrir le feu en cas de résistance manifeste. Les informations ont du mal à filtrer du pays, mais le président Mobutu doit s'adresser à la population dans les heures qui viennent. La France a décidé d'évacuer tous ses ressortissants. Cette mesure et cette prudence s'imposent d'autant plus que le pays risque de sombrer dans une grande anarchie. Une crise qui ne date pas d'hier. Cela fait près de 30 ans que le président Mobutu dirige le pays d'une main de fer. Et il n'a admis que dernièrement l'existence de l'opposition, sûrement trop tard. Car dans le même temps, le Zaïre est confronté à une véritable dérive économique. L'inflation atteint près de 400% par an. Marie-Odile Pagnès. 1% d'inflation par jour, le salaire moyen qui ne suffit plus à acheter un sac de riz, le Zaïre explose. Les populations et l'armée se révoltent, mais le gouvernement, lui, semble absent. À la tête de l'État, Mobutu Sese Seko et son parti longtemps unique, le MRP, Mouvement populaire de la Révolution. En avril 90, Mobutu s'engageait à réformer le système politique et économique du pays. Côté politique, plus de 60 partis se sont créés. Trop, l'opposition divisée et sans moyens financiers est trop faible pour faire face efficacement au MRP. Côté économique, malgré de grandes richesses minières et agricoles, la situation n'a jamais été si critique. D'autant plus que le maréchal Mobutu a renvoyé chez eux la plupart des coopérants belges et s'est brouillé avec le FMI, le Fonds monétaire international. L'année dernière, surmontant ces divisions, l'opposition avait obtenu du pouvoir la tenue d'une conférence nationale pour réfléchir et régler les problèmes du pays. Un mois après son ouverture, la conférence n'a pas encore aujourd'hui commencé ses travaux, faute d'entente, même minime. Dans les rues, les manifestations s'intensifient, à chaque fois durement réprimées. Hier, ce sont les militaires mécontents de ne pas avoir touché leurs soldes qui ont investi et pillé la capitale. Au bord de la famine, la population a suivi. Saddam Hussein ne semble pas tenir compte des avertissements de George Bush et de la communauté internationale. Les experts de l'ONU qui se trouvent à Bagdad ont été de nouveau retenus par les soldats irakiens. Et cette fois, ces inspecteurs de l'ONU sont bloqués dans leur voiture. Ils ont emporté avec eux des documents importants, mais qui ne concernent pas, cette fois, le programme nucléaire irakien. Explication d'Alain Chabot. C'est parce qu'ils ont encore découvert des documents sensibles et filmé la fouille avec une caméra que ces inspecteurs de l'ONU se trouvent une nouvelle fois détenus par les Irakiens. Des Irakiens qui leur demandent de laisser les documents et de remettre la cassette vidéo avant de les autoriser à partir. Déjà hier, ces inspecteurs avaient été retenus pour les mêmes raisons, ici, dans cet immeuble du centre de Bagdad, pendant plusieurs heures. Et ils n'avaient pu retrouver la liberté qu'en remettant aux Irakiens les documents alors saisis. Certes, les Irakiens leur ont plus tard fait parvenir une partie de ces documents, mais pas ceux qui contenaient bien sûr les informations les plus sensibles concernant la technologie nucléaire militaire. À Vienne, les responsables de l'Agence internationale de l'énergie atomique ont vivement protesté auprès de Bagdad. Et à Washington, George Bush a une nouvelle fois dénoncé aujourd'hui le comportement inacceptable de l'Irak. L'Irak qui n'hésite pas ce soir à accuser la mission d'inspection de l'ONU d'espionner pour le compte des États-Unis. Bref, le bras de fer continue. Et on vient de l'apprendre, l'ONU donne quelques heures à l'Irak pour libérer ses experts. L'ultimatum est fixé à 21h GMT. Le cessez-le-feu en Yougoslavie n'aura pas duré bien longtemps, malheureusement. Il a été de nouveau violé par l'aviation serbe qui a bombardé 2 villes croates. Cette attaque a fait au moins 3 morts.
Elle survient au moment même où le Conseil de sécurité de l'ONU s'apprête à se réunir sur cette guerre civile. En France, le préfet Christian Proutot est complètement accablé aujourd'hui. C'est le sentiment que l'ancien chef du GIGN a éprouvé à la suite du jugement de la 17e chambre correctionnelle du tribunal de Paris dans l'affaire dite des Irlandais de Vincennes. Un jugement sévère. Christian Proutot et le lieutenant-colonel Beau ont été condamnés à 15 mois de prison avec sursis, mais ce dernier est en revanche satisfait. Depuis avril 84, le lieutenant-colonel Beau mettait en effet en cause le préfet Christian Proutot en affirmant qu'il avait agi sur ordre. Le jugement de la 17e chambre correctionnelle confirme manifestement cette version des faits. Il est en effet assez sévère vis-à-vis de Christian Proutot. Clément Veil-Rénal. 15 mois de prison avec sursis pour le lieutenant-colonel Beau et pour le préfet Christian Proutot. C'est l'épilogue judiciaire de la peu glorieuse affaire des Irlandais de Vincennes. En infligeant la même peine aux deux hommes, le tribunal a voulu montrer à quel niveau se situaient, selon lui, les responsabilités. Accusé de subornation de témoins, le colonel Beau avait toujours affirmé avoir agi sur ordre du conseiller technique de l'Élysée de l'époque, Christian Proutot. Version démentie par ce dernier. Mais le jugement rendu aujourd'hui semble donner raison au colonel Beau. J'ai cru voir que le jugement fait au bas mot 30 pages, qu'il nous en a été lu à peu près 20 minutes et que tout ça me paraît extrêmement articulé, extrêmement justifié et donc ça me paraît assez biblique. Le conseiller technique du président de la République est maintenant reconnu pour être l'initiateur, organisateur de cette sale affaire des Irlandais. Reste l'un des principaux protagonistes de l'affaire, le capitaine Baril, qui échappe à toute condamnation. Il n'était d'ailleurs, on s'en souvient, que témoin au procès. C'est lui qui pourtant avait mené l'opération chez les Irlandais à Vincennes. C'est probablement celui qui en sait le plus sur cette affaire. Détenteur de secrets d'État, après son passage à l'Élysée, il aurait, dit-on, conservé suffisamment de dossiers pour ne pas être inquiété. Un télégramme arrive à l'instant. L'otage britannique détenu au Liban, Jackman, aurait été libéré selon l'agence IRNA. Nous devrions avoir une confirmation au cours de ce journal. Valéry Giscard d'Estaing ne comprend pas que l'on ait mal compris. L'ancien président réagit vivement à l'avalanche de critiques suscitées par l'emploi du mot invasion. Il parle de déformation. L'ancien président de la République qui a contre-attaqué cet après-midi en répondant point par point aux critiques de la classe politique et médiatique et en refusant ce qu'il appelle les invectives. Michel Lemerle et Georges Minangua. 17h50, les députés UDF quasi unanimes applaudissent Valéry Giscard d'Estaing qui vient de s'expliquer sur son article sur l'immigration. Il aura fallu pour en arriver là une journée et demie de débat jamais clairement formulé à la tribune de Nîmes et puis qu'un député de base se jette enfin à l'eau. Les députés comprennent que des positions diamétralement opposées entre le président de l'UDF et le président d'honneur de sa principale composante ne peuvent entraîner qu'un grand désarroi dans l'opinion. Giscard n'évoque à aucun moment François Léotard, mais il dénonce le tohu-bohu, il défend pied à pied son article et contre-attaque. Ceux qui m'invectivent ne peuvent l'avoir lu qu'avec les lunettes de la mauvaise foi. Mes propositions ont fait l'objet d'invectives et de déformations. Elles ont été présentées par certains de manière déformée et d'autres, sans même étudier et sans même se prêter à un libre débat, se sont lancés dans l'invective. Je n'accepte ni la déformation ni l'invective. A-t-il pour autant apaisé la crise qui couvait au sein de l'UDF? En partie seulement, car les députés ne critiquaient pas tant le contenu de l'article que le fait que ce débat par médias interposés les tenait totalement à l'écart. En ce moment-là, on sert un peu de chair à canon aux uns et aux autres. C'est-à-dire qu'eux pensent peut-être que les fusées qui sont lancées passent au-dessus de la tête des parlementaires. C'est pas vrai, on en prend plein la figure aussi. Dernière image, le Front National qui manifestait aux portes de la salle pour soutenir les positions du président de l'UDF sur le thème Giscard au front. Et l'on rejoint en direct à Nîmes Arlette Chabot. Arlette, on a bien entendu l'ancien président de la République, mais sur le fond, est-il revenu sur ses positions ? Non, si vous voulez, il y a correction, inflexion sur le vocabulaire. Par exemple, Valéry Giscard d'Estaing accepte de ne plus utiliser l'expression juridique droit du sang, mais emploie l'expression droit de filiation. Mais c'est tout, car sur le fond, il ne change pas. Pourquoi ? Parce que dans son article au Figaro Magazine, en fait, Valéry Giscard d'Estaing voulait adresser un message clair et net aux Français sur ce problème qui les préoccupe, à savoir l'immigration, et montrer ainsi qu'il ne laisse pas le champ libre au Front National. Et il pense qu'il a réussi, que son message a été compris par les Français, alors qu'importent effectivement les commentaires des médias ou de certains politiques.
C'est d'ailleurs la stratégie que Valéry Giscard d'Estaing utilise pour la prochaine élection présidentielle. S'adresser directement aux Français. On verra s'il réussit, notamment en regardant les prochains sondages. Cela dit, on peut aussi faire la liste ce soir d'un certain nombre de dégâts politiques à l'UDF, évidemment. C'est bien la rupture entre François Léotard et Valéry Giscard d'Estaing. En donnant une leçon de morale à Giscard hier, Léotard a justifié lui aussi sa candidature à l'élection présidentielle. Sa seule erreur a sans doute été de ne pas venir ici à Nîmes pour justifier sa position. Et puis il y a aussi la grogne effectivement des parlementaires de base qui en ont assez des coups en tout genre de leur leader. Voyage à Moscou de Chirac et donc cette interview choc sur l'immigration de Giscard. Au fond, ce soir, la conclusion, c'est plutôt une question. L'opposition voulait organiser des primaires afin de planir les difficultés, de définir un certain nombre de règles du jeu. Mais ces primaires, eh bien, obligent à une compétition permanente et certains se demandent donc aujourd'hui si elles ne constituent pas un formidable piège. Un autre événement politique s'est produit aujourd'hui avec la démission spectaculaire de Jean-François Deniau de la présidence de la commission d'enquête parlementaire sur le financement des partis. Jean-François Deniau est notre invité. Bonsoir. Bonsoir. Pourquoi avez-vous démissionné? J'ai démissionné, comme d'ailleurs je l'avais dit dès le mois de mai, au moment de la création de la commission d'enquête, parce qu'on a évoqué une interprétation restrictive d'un article du règlement de l'Assemblée, qui est l'article 141, et qui dit que les commissions d'enquête ne peuvent pas évoquer des affaires qui sont soumises à des procédures judiciaires. Autrement dit, si un juge d'instruction a été nommé pour étudier une affaire, la commission d'enquête parlementaire n'a même pas le droit de l'évoquer. Alors ça veut dire que tout le monde a le droit de parler de ces questions, la presse à juste titre, avec la prudence, la modération, le respect des personnes qui s'imposent, mais une commission d'enquête, elle n'aurait pas le droit, et j'avais prévenu que dans ces conditions, je m'en allais. Autrement dit, vous étiez en quelque sorte ligoté. On est ligoté pour un certain nombre de domaines. Alors par la volonté de qui? Oh, je crois que c'est la majorité de la commission. Nous avions entendu un certain nombre de responsables des campagnes politiques et des partis qui avaient dit des choses intéressantes, et il s'agissait de savoir si nous allions plus loin, et à ce moment la question a été posée, l'article 141. L'article 141, si on le lit strictement, c'est vrai, moi je ne suis pas juriste, mais si on le lit strictement, il dit, ah non, non, si c'est une affaire qui est soumise à la justice, même au premier stade de la justice, voyez, nomination d'un juge d'instruction, vous n'avez plus le droit d'en parler. Et moi j'avais dit, écoutez, c'est pas sérieux, tout le monde en parle. Alors les parlementaires, ils n'ont quand même pas moins de droits, et surtout une commission d'enquête, que toute la population française qui suit ça depuis des mois et des années. Alors Jean-François Deniau, qu'il n'y ait pas de malentendu, ligoté par la majorité de la commission, dans le mot majorité, vous mettez des hommes de l'opposition. Oui, j'avais été élu par, je crois, la totalité des membres de la commission, et j'ai eu le sentiment sur cette affaire, et je leur avais dit déjà au moment où ils m'avaient élu, que pour moi c'était une question clé, que beaucoup, je ne pense pas que ce soit une affaire essentiellement politique, beaucoup de différents côtés disaient non. De droite et de gauche, hein? Oui, oui, de droite et de gauche, disaient non. L'article 141, c'est l'article 141, il ne faut pas évoquer les affaires. Alors, moi, vous savez, j'avais regardé s'il y avait des précédents, parce que sans être juriste, je sais ce que c'est qu'un précédent, et l'illustre Jaurès avait présidé une commission d'enquête, qui s'appelle l'affaire Rochette, et c'était tout à fait formidable. C'est-à-dire qu'il convoquait les gens... Ça veut dire qu'on régresse par rapport à... Ah oui, on m'a dit, mais ça c'était sous la Troisième République, c'est plus maintenant, parce que lui, il avait le droit de convoquer des témoins, de parler d'affaires qui étaient devant la justice, et moi je sais très bien qu'un parlement, une commission d'enquête, c'est pas un tribunal. Je ne veux pas gêner les gens, je ne veux pas gêner les personnes. On est loin de la transparence promise. On est loin de ce que j'espérais d'une commission d'enquête, parce qu'on a limité les domaines d'investigation du Parlement. On me dit que c'est le règlement, moi je trouve que les règlements, c'est fait pour être interprété positivement, et je l'avais dit. Alors il reste une tâche à faire pour la Commission, qui est de proposer des solutions pour l'avenir, parce que je crois qu'il y a eu assez de dérapages, assez de bavures, appelez ça comme vous voulez, mais enfin, oui, c'est ce que les Français appellent les affaires. On a eu assez pour que vraiment on prenne des dispositions. Alors la Commission peut et doit bien sûr continuer ce travail. On a très bien compris, Jean-François Deniau, on n'en saura peut-être jamais rien du financement douteux des partis politiques, quels qu'ils soient. Je crois que le passé ou le présent, ça va être difficile d'aller au fond des choses à partir du moment où il y a cette interprétation du règlement. En revanche, ce que la Commission peut faire, et je lui cède courage et bon travail, c'est pour l'avenir d'essayer de prendre les moyens, ou de recommander les moyens, que ça ne recommence pas. Vous le dites, mais vous n'y croyez pas. C'est pas dur. Non, non, c'est possible. Moi, par exemple, j'ai proposé, et on n'en était pas à ce stade-là, j'ai proposé quelque chose de tout à fait simple, qu'on supprime les privilèges judiciaires
des députés et des membres du gouvernement, des ministres. Si un ministre fait quelque chose de pas bien, vous voyez, pour s'exprimer tout à fait simplement, s'il prend plus ou moins dans la caisse, ça relève de la haute cour pour le moment. Pour l'opinion publique, la haute cour, c'est la haute trahison. Ça a lieu 2 fois par siècle, et Dieu merci, pas plus souvent. C'est tout à fait exceptionnel. C'est un appareil judiciaire très compliqué, très lourd, les comptes qui se réunissent au château de Versailles. Enfin, c'est tout à fait solennel. Non, quoi ce serait beaucoup plus simple qu'il soit traité comme un citoyen, la correctionnelle ou la cour d'assises. Mais il y a encore plus simple. Si un élu ruine sa ville ou sa région, il y a une cour de discipline budgétaire. Seuls les fonctionnaires peuvent être traduits devant la cour de discipline budgétaire. Mais c'est pas normal. Il faut que les responsables politiques le soient aussi. Alors là, il y a du travail à faire. Merci Jean-François Deniau. Passons à la vie économique et sociale, marquée, vous le savez, par le spectre de 3 millions de chômeurs. Pour l'éviter, une priorité, l'amélioration de la formation professionnelle. Martine Aubry, le ministre du Travail, souhaite que le système de formation soit plus souple et plus performant. Elle présentera demain un nouveau dispositif. Et il faudra que Martine Aubry soit très convaincante aussi et qu'elle persuade les jeunes sans emploi de se tourner vers l'apprentissage. Les candidats font en effet défaut. Ainsi, dans l'Orne, les centres de formation pour apprentis restent à moitié vides. 500 places sont vacantes aujourd'hui. Reportage de la 3 à Caen, Christophe Buche et Jules Le Boisselier. Ce centre de formation enseigne tout ce qui touche aux bâtiments et aux travaux publics. Les apprentis de 16 à 20 ans sont déjà en contact avec le monde professionnel, monde qui a indéniablement besoin de leur talent et qui est même en manque d'effectifs. Les professions du bâtiment recrutent actuellement dans pas mal de secteurs. La couverture, par exemple, c'est toutes les semaines qu'on a des entreprises qui nous demandent s'il y a des apprentis qui cherchent des employeurs. Le centre est pourtant bien souvent incapable de répondre à la demande, tout simplement parce que les effectifs ne cessent de décroître. L'année dernière, 420 apprentis, aujourd'hui 360, et même si les inscriptions ne sont pas closes, le chiffre ne devrait pas progresser. Juste à côté, le CFMAO, centre de formation multiprofessionnelle, où tous les métiers de l'artisanat sont représentés. Ici, on accuse encore plus fortement une baisse de la demande. De 1984 à 1989, les effectifs tournaient autour de 1300 personnes. Aujourd'hui, il reste au moins 300 places disponibles. Je pense également qu'il y a non pas une rétention réelle de l'éducation nationale, mais certainement un frein dans la mesure où les jeunes qui rentrent en collège continuent jusqu'en 3e. Et qu'après la 3e, ils ont possibilité de passer en seconde avec des moyens de soutien qui leur permettront de poursuivre leurs études. Si cette stratégie des 80% d'une classe d'âge au bac est mise en accusation, on reproche aussi à l'éducation nationale de ne pas assez informer les jeunes. Pour pallier ces manques, la Chambre des métiers de l'Orne lance pour la première fois une opération de séduction auprès d'eux avec campagne radio et annonce dans la presse. Il ne reste plus que quelques jours pour combler les 500 places encore disponibles. L'actualité sociale est également marquée par la grogne des gardiens de prison qui font une grève tournante. Au centre des revendications, le budget 92 jugé insuffisant et plus concrètement, les gardiens réclament des postes supplémentaires et une augmentation de leurs primes. Incident aujourd'hui devant la prison de Clairvaux. Reportage de la 3 à Reims, Loïc Béritane. Aujourd'hui, seules les familles des détenus pouvaient être admises au parloir. Tout accès à la centrale de Clairvaux, bloqué pendant 24 heures. Pas d'intervention extérieure, ni extraction des détenus, sauf cas médical urgent. Les camions également refoulés vers la sortie. Ils sont près de 80 sur 200 à s'être mis en grève. Surveillants de prison, personnel administratif, technique, socio-éducatif et médical. Ils réclament un renforcement des effectifs, une amélioration du système de retraite, mais surtout l'application des accords du Rafour sur la grille des salaires, une situation qui pourrait être amenée à se durcir si aucune réponse n'est apportée très rapidement. Nous sommes prêts à durcir le mouvement, à bloquer l'établissement totalement s'il le faut. D'ailleurs, les collègues ici présents pourront le témoigner. Un jour ou l'autre, si le ministère de la Justice et l'administration pénitentiaire en particulier ne tient pas ses promesses, nous bloquerons l'établissement. Déclaration en forme d'avertissement. Le ministre de la Justice, Henri Nallet, qui était hier à Dijon, leur a promis une réponse sous 8 jours. Délai symbolique pour éviter toute amplification du mouvement. Une chose est sûre, les détenus ne suivront pas le mouvement, mais nul doute que la tension pourrait s'aggraver, la sécurité se détériorer, si les revendications des personnels pénitentiaires n'aboutissaient pas. Alain Dorgans résume les autres événements couverts en France par nos rédactions régionales.
Opération de contrôle dans 2 foyers de la Sonacotra des Yvelines. Plusieurs centaines de policiers ont pénétré dans 2 foyers de travailleurs immigrés pour opérer des vérifications d'identité. 134 personnes, dont 4 femmes, sans titre de séjour, pourraient être prochainement reconduites à la frontière. La libre circulation a été rétablie hier soir dans le port de Saint-Malo, mettant fin au conflit entre marins malouins et Saint-Pierre sur la répartition des stocks de morue. Le bateau occupé par les marins de la Coma Pêche a laissé le passage aux 3 bateaux immatriculés à Saint-Pierre et Miquelon. Un professeur de musique et un conseiller d'éducation attaqués par 4 lycéens lundi au collège Gustave Monod à Vitry-sur-Seine. Une réprimande à un élève serait à l'origine de ces agressions. En solidarité avec leurs confrères, les enseignants envisagent un mouvement de grève. Moins de 6 mois après le naufrage du pétrolier chypriote, le Haven, une mini-marée noire menace les plages de la Côte d'Azur. Une nappe de 4 km de long est engluée au large du cap d'Antibes. Un plan anti-pollution a été déclenché par la préfecture maritime de Toulon. Et un nouveau télégramme à l'instant sur l'Irak. Bagdad accuse le chef de la mission de l'ONU en Irak d'être un agent de la CIA. Théâtre pour terminer avec un auteur, Jean Anouilh, un comédien, Jean-Claude Dreyfus, un metteur en scène, Patrice Lecomte, qui abandonne pour la première fois le cinéma. Et la pièce, c'est Ornifle, reportage de Dominique Poncet et Hervé Gutmann. Jésus, tu te caches, Jésus, où es-tu? Vois bien la vache et l'âne velu. Ornifle, c'est l'histoire d'un faiseur de chansons, sans grand talent mais bourré de succès, qui combine à tout va, tombe des cohortes de filles qu'il laisse choir après et se plaint sans cesse de palpitations. Ornifle, c'est une sorte de monstre grandiloquent qui tiendrait d'Alceste, de Don Juan et du Malade imaginaire. Un personnage énorme, avec un H majuscule, un rôle taillé à la démesure de cet extravagant comédien qu'est Jean-Claude Dreyfus. Jean-Claude Dreyfus ne pouvait pas ne pas jouer Ornifle, comme si Ornifle lui collait à la peau, parce que c'est un type extrêmement riche et qui est capable de la plus grande démesure contrôlée et de la sincérité économe, immédiate, comme ça. Je t'aime bien, ma chérie, tu es mon seul ami. T'as besoin d'argent? Et le personnage d'Ornifle a cette image, quelqu'un de surprenant, qu'on attend à droite et qui arrive à gauche. Faut quitter vos lunettes et vous mettre toute nue et accepter de n'être plus qu'un objet. Lâchez-moi! Vous mourrez, vieille fille. On s'y est attaché, je pense, avec Patrice Lecomte, à le rendre touchant malgré son caractère grinçant, acide et très un peu tordu. Ouais. Qu'est-ce qu'un monstre, hein? Je les ai achetés ce matin prévoyant que vous n'y penseriez pas. C'est le 10e anniversaire de notre mariage. Ah. Comme le temps passe. J'aime bien le notamment. Une bonne nouvelle pour conclure ce 19-20, l'otage britannique Jackman a bel et bien été libéré. Une information qui sera bien sûr développée dans Soir 3 à 22h05 par Marc Hautement. Et Michel Touré vous parlera du temps dans un instant, fin de ce 19-20. Bonne soirée sur la 3. À demain à 19h. Bonsoir. Bonsoir.